Aujourd'hui, on va donc parler du mobile learning, un sujet dont on a déjà traité lors d'une newsletter et lors d'un chat, mais on a souhaité aujourd'hui revenir un petit peu dessus parce que c'est une actualité qui devient relativement commune et on voulait faire un petit tour d'horizon. Voilà. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on dans le mobile? Euh, On est tous maintenant relativement accros à cet appareil. Quand je dis accro, c'est qu'on est même relativement dépendant. Euh, on est connecté en permanence. D'ailleurs, les premières choses, les premiers réflexes qu'on fait quand on arrive à l'aéroport ou quand on rentre dans un train, c'est d'essayer de trouver une connexion. On le fait de n'importe où. Actuellement, je suis même en pleine campagne et ça marche relativement bien. Et puis, on a une habitude, c'est de pouvoir réagir et d'avoir des choses dans l'instant présent. Voilà ce qui fait maintenant nos habitudes et nos réflexes, qui deviennent notre quotidien, principalement dans notre vie personnelle. Ça commence à prendre une place assez importante dans notre vie professionnelle, et la formation n'y échappe pas. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Comment est-ce que ces nouveaux terminaux mobiles et ces nouveaux comportements peuvent avoir une incidence sur nos activités de formation dans le cadre professionnel. Alors pour revenir, on va faire un petit rappel. Pour certains, tout ça est déjà connu, mais moi, ce que j'aimais bien mettre en perspective, c'est le fait que ça a même pas 10 ans. Voilà, janvier 2007, Steve Jobs présente le premier iPhone. Amazing, comme il disait. Il a fallu attendre quelques années pour que ça soit vrai. Mais aujourd'hui, on se rend relativement compte de la puissance et de l'intérêt de cet engin-là. On a pas eu une dizaine d'années. Ça a pris une grande place dans notre vie quotidienne. 2 ans après, premier iPad, donc vous voyez, c'est un appareil qui a encore plus que le téléphone une vie très courte, mais qui a eu une incidence très forte sur tout notre environnement technologique. 2013, les smartphones sont majoritairement ce qui est vendu comme téléphone, donc voilà, on ne fait pas que téléphoner avec ces engins-là, on fait énormément de choses. 2014, il se vend plus de tablettes que de PC. Alors, les tablettes ont eu une percée assez importante, mais surtout les PC ont beaucoup faibli. Et puis 2015, l'année dernière, on a pu constater que presque la moitié du trafic Internet était issu d'appareils mobiles, téléphones ou tablettes. Ces quelques chiffres-là montrent que la percée a été extrêmement rapide, et cependant la trace et l'impact a été extrêmement important, et c'est ce qu'on va détailler. Si on regarde 2016, ce qu'il y a aujourd'hui à disposition sur ces appareils, eh bien aujourd'hui en termes d'activité professionnelle, j'ai donné quelques exemples. Euh, il y a aujourd'hui Beedies, une application mobile qui vous permet de réviser sur différents sujets de micro-quiz pendant des micro-moments. Vous avez là aussi la possibilité avec cette application de créer vous-même vos propres quiz d'entraînement sur certains sujets et donc de bénéficier par de très très courts moments d'activité ou d'interstices de vous former en pointillé avec cette application. Celle-ci, je l'ai sortie parce qu'elle est assez récente, elle est plutôt pas mal faite. Et puis, si vous souhaitez aller jeter un petit coup d'œil, vous verrez qu'il y a pas mal d'exemples qui pourront vous donner des idées de quiz, de micro-quiz et de micro-formation. J'ai donné aussi l'exemple de Pocket Impulse. C'est une initiative de Demos qui propose un format pédagogique d'apprentissage avec des appareils mobiles. Et puis le dernier exemple, L'Oréal, dont Laurent Reich est venu faire une présentation des activités de formation à distance lors du Digital Learning Day de juin. Voilà, les activités de L'Oréal en formation aujourd'hui, c'est mobile first. Cet état d'esprit, mobile first, ça veut dire que ça doit passer en priorité sur un mobile et également après, éventuellement, sur une tablette ou sur un PC. Ce qui est intéressant, c'est de voir le renversement de la tendance. Avant, on créait des contenus sur le PC en disant ah, ça serait pas mal que ça marche sur un mobile. Maintenant, c'est exactement l'inverse. C'est ça l'état d'esprit du mobile first. Il faut que ça marche en priorité sur un téléphone et éventuellement ensuite sur d'autres dispositifs. On verra plus loin dans ce webinaire quelle incidence ça a parce il est très fort.
On est donc dans l'ère post-PC, comme elle avait été annoncée. Alors je vois qu'on me signale un petit problème de son, mais peut-être qu'il n'a été que ponctuel. J'espère en tout cas qu'il n'est pas global. Si par moment j'ai une voix de petit robot, je m'en excuse. La connexion ici est une connexion que je fais justement avec un appareil mobile. Euh, voilà. Donc on est dans l'ère post-PC. C'est une ère qui est cloud, où les données ne sont pas sur l'appareil en priorité, mais stockées sur Internet. On est dans l'ère du mobile, c'est-à-dire où on peut transporter un appareil pour se connecter avec soi en permanence. Et on est dans le domaine social, euh, parce que le, on est en permanence connecté avec ses proches, les membres de sa famille, ses collègues, etc. C'est cette ère post-PC où en fait on n'est plus isolé sur son poste et forcément assis sur une chaise avec les données de son entreprise stockées sur son PC ou reliées sur son réseau, mais on a accès à l'ensemble de ces données d'où on veut, quand on veut, et on peut être en contact avec l'ensemble de ses collègues, ses collaborateurs et sa famille en permanence. C'est ça qui caractérise l'ère post-PC, et ça a changé beaucoup de choses dans notre comportement. Les grandes questions techniques sont résolues, on sait maintenant tout à fait traiter l'ergonomie, et on reviendra après, et exploiter correctement le côté tactile de ces appareils-là. On sait diffuser sur les réseaux mobiles, il est assez difficile de ne pas avoir de connexion réseau ou de pas avoir moyen de se connecter pendant un long moment. Et puis les outils de développement, fort heureusement, aujourd'hui, les développeurs, les outils, etc., sont largement disponibles, et développer une application mobile n'est pas une difficulté. Avec un petit bémol, ce n'est pas une difficulté de développer une application quand on en a les moyens et quand on sait déjà développer des applications. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de la formation. En fait, la formation a développé des contenus et pas des applications. Tous ceux qui développent des applications sont passés rapidement sur le développement mobile. Mais la formation professionnelle a développé des contenus de formation et pas des applis. Et c'est ça qui pose un petit problème, et on va le détailler un peu plus loin. Dans les opportunités, aujourd'hui, on a tous entendu parler du BIOD, le fait d'utiliser dans un contexte professionnel ces applications et ces appareils personnels. C'est une excellente opportunité, puisque la majorité des gens sont équipés d'appareils éligibles à l'utilisation en formation, et sont surtout prêts à l'utiliser, voire même incitent à utiliser leur appareil personnel plutôt que ceux mis à disposition par leur entreprise. Mais pour les DSI, c'est aussi une menace, et donc il y a un frein important. C'est que voilà, il faut apprendre à maîtriser la confidentialité et la sécurité des données avec des appareils qui ne sont pas gérés directement par les DSI. Et ça, c'est un vrai souci, parce qu'effectivement, en général, pour se protéger, les DSI ferment l'ensemble des accès aux données et aux applications à tous les appareils qui ne sont pas connus ou pas maîtrisés par la DSI. Donc vous pouvez avoir de magnifiques dispositifs, des plateformes et des contenus qui sont inaccessibles avec vos appareils personnels. Donc c'est une question de monter en compétences pour réussir à avoir un périmètre de sécurisation des données et des applications maîtrisé par la DSI, incluant des appareils qui ne sont pas gérés par elle-même. Alors d'autres freins importants, Flash, hein, on y reviendra, ça a été exclu dès le départ sur les appareils Apple, et puis progressivement sur les appareils Android pour des questions de performance et de sécurité. Adobe ne fait plus aucun développement sur Flash, hormis corriger des failles de sécurité. Et progressivement, on voit que la tendance initiée par Apple, qui au départ était pour privilégier la sécurité et conserver la batterie, maintenant sont acceptées par tout le monde. Google a dit que Chrome ne supporterait plus Flash. Firefox, la prochaine mise à jour, bloquera Flash. Les appareils Apple sont bloqués depuis très longtemps, ils ne le supportent pas. Puis l'autre frein, donc il y a une alternative, c'est le HTML5. C'est une excellente alternative à Flash, en tout cas pour la mobilité, parce que ça permet de faire des applications aussi ergonomiques, de faire des animations, ça a l'avantage de la légèreté. Un inconvénient, même si techniquement c'est maintenant fiable et maîtrisé, ce n'est pas encore généralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une compétence suffisamment large en HTML5 pour que ça soit quelque chose qu'on puisse considérer comme acquis, même si c'est mature technologiquement.
Alors le véritable problème des contenus de formation à diffuser sur un mobile, bah, c'est que la grande majorité des contenus ne sont pas du tout adaptés à une diffusion sur mobile. Il y a plusieurs points. Ce que je vous signale ici, bah voilà, la majorité des contenus sont encore en Flash. Voilà, on a tous produit des choses avec des mascottes, avec des animations, avec des scénettes, avec du son, etc. Et ce qui était extrêmement facile et parfaitement maîtrisé par toute la chaîne de production, c'était de faire des contenus en Flash. Quand je dis parfaitement maîtrisé, c'est que les ingénieurs pédagogiques, les concepteurs pédagogiques savaient tout à fait ce qu'on pouvait faire avec du Flash, ce qui était simple, compliqué, ce que les outils de développement permettaient de faire avec Flash d'une manière relativement simple et aisée, peu coûteuse. On a tous su gérer les problématiques de boutons, de relover, d'animation, de synchronisation du son, etc., de poids, de compatibilité avec la navigateur. Flash est un environnement tellement maîtrisé et tellement sécurisant, et surtout tellement performant, que la majorité des contenus de formation ont été faits avec ce format-là. Donc c'est euh, des quantités colossales de contenus qui sont aujourd'hui totalement exclus d'une diffusion sur mobile, hormis quelques acrobaties ou des choses qui ne sont pas pérennes et qui ne sont pas d'une grande fiabilité, en tout cas qu'on ne peut pas conseiller. Donc c'est un vrai problème, c'est un vrai frein. Voilà. Le chantier aujourd'hui, par exemple, de l'IFCAM en 2016, donc IFCAM, l'organisme de formation intégré du Crédit Agricole, qui forme l'ensemble des caisses, l'ensemble des conseillers, qui maintient un volume de contenu et un volume de formation extrêmement important. Le chantier 2016, il est de ne pas créer de nouveaux contenus, ou très peu, mais de mettre un accent fort et de mettre tous les efforts sur la transformation des contenus en flash vers des contenus accessibles sur mobile. C'est un chantier colossal. On a eu l'occasion d'en discuter avec Pascal Molicone, qui est responsable de ce chantier. Je fais encore une fois référence au Digital Learning Day de juin. Voilà, aujourd'hui, c'est à la fois un casse-tête technique, un casse-tête ergonomique, mais c'est relativement indispensable puisque, comme je vous l'avais cité dans le cadre de L'Oréal où c'est Mobile First, l'IFCAM du Crédit Agricole se pose exactement la même question. Il va falloir que les contenus puissent se jouer dans leur grande majorité sur mobile. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces contenus en flash? Alors il y a des outils pour convertir, plus ou moins performants. La solution, pour la majorité des cas, est de redévelopper. Il n'y a pas de solution miracle, et donc on est contraint à ça. La deuxième problème que posent les contenus, c'est leur format. Et on va le voir un petit peu plus tard. On est habitué à un écran 16 neuvième, donc étiré en largeur, très confortable pour les yeux, avec une grande surface d'affichage. Quand on est sur mobile, en fait, le format il est dans l'autre sens, il est à la verticale, et la fenêtre elle est nettement plus petite. Alors on ne peut pas se permettre de simplement réduire la taille, parce que ça ne deviendrait pas lisible ou pas exploitable quand on a des boutons microscopiques. Donc il faut revoir totalement le format. Et il faut aussi revoir la question de l'ergonomie, et on va le voir un peu plus tard, parce qu'effectivement, être confortable sur son fauteuil avec un clavier et une souris devant un grand écran, ça n'a rien à voir à être dans une situation en général mobile, précaire, debout, avec juste ses doigts sur un petit écran pour consulter. Donc voilà, c'est quelque chose de assez difficile à envisager de faire une transformation de ces contenus pour les appareils mobiles. Alors est-on toujours réellement connecté avec ces appareils? Connecté, oui, on a toujours la possibilité d'être connecté avec un dispositif mobile. Mais est-ce qu'on l'est vraiment tout le temps? Ben, dans les faits, non. Voilà, on est connecté par intermittence. Donc ça donne le sentiment de pouvoir se connecter tout le temps, mais dans les faits, pas vraiment. On prend le métro, on est en voiture, on est dans le train, on est dans une zone non couverte ou pas avec un mauvais débit. Donc la connexion n'est pas permanente. Ça pose un vrai problème parce que autant il est facile de recevoir ses mails et de les lire quand on a fini de les recevoir,
Mais quand on a envie de se former et qu'on ne peut pas accéder au contenu, en général on renonce, ou on diffère ça, ou on oublie carrément, et on reporte sans forcément le reprogrammer. Ça pose aussi la question, toujours connecté, oui mais connecté au LMS ou pas? Voilà, comment est-ce qu'on fait quand on est dans de la formation à distance pour maintenir une synchronisation de la progression de l'utilisateur par rapport à son utilisation, de sa consommation de contenu de formation, avec une connexion qui n'est pas fiable ou qui est intermittente. Voilà, ça pose une vraie question. Et les solutions qui sont apportées en général à ça sont ce qu'on appelle les modes déconnectés. Alors qu'est-ce que c'est exactement les modes déconnectés? euh, C'est la possibilité, quand on le peut, de télécharger les contenus directement sur son appareil pour qu'ils restent présents physiquement sur l'appareil, pas forcément accéder à distance, pour qu'on puisse les consulter, même quand on est déconnecté. Donc ça, c'est le principe du mode offline. Alors aujourd'hui, pas mal de LMS proposent cette possibilité de télécharger sur son appareil les contenus pour pouvoir les consulter plus tard. Certaines applications le permettent aussi. Il faut savoir que quand on consulte des contenus de formation via son LMS à travers son mobile, la synchronisation de la progression pédagogique est en général assurée par le LMS lui-même et par le mobile. Mais on trouve aussi maintenant, et on le verra un petit peu plus tard quand on parlera des outils de développement, on trouve aussi maintenant pas mal d'applications dédiées à la formation. Et ces applications, elles, ne sont pas toujours reliées au LMS, on nécessite de développer des connecteurs spécialisés. Donc quand on se pose la question de faire de la formation à distance, va falloir régler le problème du flash, du format, de l'ergonomie, et il va falloir aussi se poser la question, régler le problème de la synchronisation des données avec le LMS. Alors quelle a été l'incidence du mobile sur les applications et les contenus en général? J'ai mis cette copie d'écran, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est sur un iPad, et en fait c'est Keynote, la version PowerPoint, mais depuis peu il existe aussi une version Office pour les tablettes et pour les mobiles. Je sais pas si vous avez en tête une feuille de calcul Excel ouverte sur votre PC, imaginez, c'est une grande fenêtre avec beaucoup de palettes d'outils, des boutons dans tous les sens, des icônes, des volets, des menus déroulants, etc. Et une toute petite zone seulement, en général, soit pour saisir le texte quand on est dans un traitement de texte, ou quelques cellules quand on est dans son tableur, sauf quand on bénéficie d'un très grand écran. Eh bien, donc on pensait effectivement que l'écran était une limite dans sa taille à la surface d'affichage. En fait, maintenant sur un téléphone mobile, même microscopique, on arrive à faire du traitement de texte, on arrive à faire des slides PowerPoint, on arrive à faire des tableaux Excel. Certes, pas avec le même confort et la même aisance que sur un grand écran, mais on y arrive quand même. Donc il y a eu des trésors d'ingéniosité, et par cette contrainte supplémentaire de la taille d'écran, qui ont été déployés dans l'ergonomie et les incidences sur les interfaces utilisateurs et sur la façon d'accéder aux applications, qui ont permis finalement de trouver des astuces et des solutions pour, même sur un tout petit écran, avoir un certain confort d'utilisation. Donc ici, on est vraiment dans une révolution de l'ergonomie et de l'affichage des applications qui a permis de trouver des solutions. Ce qui m'amène à vous donner quelques conséquences quand on est en conception quand on fait la conception de contenu de formation à destination des mobiles. La taille de l'écran, c'est 4 pouces. Alors vous devez tous être actuellement peut-être sur un écran qui fait au moins 20 pouces. Vous voyez, c'est 5 fois moins grand que la taille de votre écran actuellement. Il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de flash, les débits ne sont pas aussi rapides que ce que vous pouvez avoir avec un poste branché sur un réseau local, et en plus, on a tous envie d'avoir de la vidéo. Donc toutes ces révolutions-là amènent à dire que il faut faire le sacrifice de contenu, il faut en mettre beaucoup moins, il faut être beaucoup plus synthétique, il ne faut pas demander de taper grand-chose parce que c'est pas efficace, un petit clavier de smartphone, on n'a pas de souris, donc les drag and drop sont relativement à éviter parce qu'on n'est pas très précis. Flash, vous pouvez oublier, donc les animations, il va falloir les faire autrement. Les débits sont assez faibles, donc il va falloir se reposer la question du poids des contenus, donc éviter de mettre des animations inutiles, des schémas trop grands, réduire la taille du texte. Et puis il va falloir privilégier
les médias vidéo, qui sont ce qui passe le mieux, ce que les gens apprécient le plus, et vers lequel ils se tendent aujourd'hui, avec des habitudes de consommation de plus en plus importantes de vidéos. Ça, c'est une première incidence sur les conséquences en conception. La deuxième chose qu'il faut regarder dans l'incidence en conception de contenu de formation, c'est qu'on est dans un état d'esprit très différent. On n'est pas du tout concentré, on n'est pas dans une situation stable, on est dans une situation précaire en général, on n'est pas assis confortablement, on est en train de faire en général 36 choses en même temps, et ce qu'on a comme niveau d'exigence est bien plus élevé. On veut que tout soit rapide, immédiat, immédiatement opérationnel, un clic, une action, et pas 36 choses à faire avant d'atteindre un certain résultat, et on est extrêmement sensible aux irritants. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de références qui sont très bonnes, avec excellente ergonomie, grande réactivité de l'application, simplicité d'utilisation, confort d'usage, de lecture, etc. Et c'est ça qu'on attend dans nos critères et dans notre façon de voir les choses aujourd'hui. Donc c'est vraiment un état d'esprit où on est très critique, on est très exigeant. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution aujourd'hui pour développer des contenus de formation sur les smartphones? Alors, je disais au premier lieu que une grande différence dans le monde des gens qui développent des applications, c'est que le passage au mobile et aux tablettes s'est fait en changeant d'outil de développement et avec d'autres contraintes, parce que c'était des personnes qui étaient habituées à développer des applications. Dans le monde de la formation, on développe des contenus. Donc, on n'est pas aussi agile que ça, il faut que nos outils changent pour qu'on puisse développer des contenus qui soient diffusables sur mobile. Et les outils ont mis du temps à prendre le pas sur la compatibilité avec la mobilité, parce que tous les outils étaient largement tournés vers la production de contenu pour PC ou pour grand écran avec clavier et souris. Donc c'est le grand écart, impossible à réconcilier. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une croix sur tout ce qui a fait la valeur et la performance des outils de développement sur des contenus grand écran PC, et on se tourne radicalement vers des petits écrans et du tactile. Les outils les outils auteurs et les outils de développement ont mis pas mal de temps à réagir à cette demande d'adaptation au mobile. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser des outils qui ont des formats d'export qui sont compatibles avec les mobiles. Je citerai eSpring ou Articulate. J'ai mis en gras ce que je pensais être les plus faciles à prendre en main et les plus adaptés. Après, il y a des outils de développement, des outils auteurs. Donc, vous avez Captivate, Lectora Publisher, Storyline, Innovate Publisher, Moz, etc., qui, eux, ont des formats compatibles. Cependant, vous restez encore un petit peu dépendant de l'entre-deux, c'est-à-dire que on va concevoir des choses qui vont être trop grandes sur un écran de PC et trop petites sur un écran de mobile. Donc ces outils-là ne sont pas forcément ceux qui sont les plus adaptés à un développement très orienté mobile. Et puis il y a un petit nouveau que je vous invite à aller visiter qui s'appelle Preda, qui est un outil qui lui est arrivé après l'ère post-PC et qui est dédié exclusivement à la production de contenu de formation sur smartphone. C'est peut-être un outil vers lequel il faut se tourner. Puis après, vous avez des vrais outils de développement informatique. Vous avez Appcelerator, qui est bien connu. Vous avez Unity 3D quand vous voulez faire des choses un peu plus graphiques, un peu plus orientées serious game, etc. Et puis vous avez Teach on Mars qui propose la possibilité de faire aussi des contenus de formation intéressants. Dans les générateurs d'applications, vous avez App Machine, qui est un outil très simple à prendre en main pour développer des contenus. Je vous conseille sur Google d'aller faire un petit tour en cherchant App Generator. Vous me posez la question, pourquoi est-ce que Articulate est orienté mobile? Parce qu'il y a des templates et il y a une possibilité d'exporter en HTML5 qui donne quelque chose de relativement correct sur des tablettes, un petit peu difficile sur les mobiles parce que il faudra faire un choix radical de format en prenant des choses vraiment très adaptées à la taille d'un écran mobile. Mais ça fait partie des choses qui techniquement sont compatibles avec les mobiles.
voilà. Alors, ce que je peux vous conseiller pour le e-learning, c'est de privilégier le HTML, quelque chose qui est très adaptable, qui va être, j'ai réservé pour cette slide la notion de responsive, c'est-à-dire qui va s'adapter automatiquement à la taille d'un petit écran ou un grand écran. Si vous voulez avoir une idée de ce que c'est que le responsive, je vous invite à aller voir par exemple le site internet de Docendi, un organisme de formation. Consultez-le sur votre PC, puis après consultez-le sur votre mobile. Vous allez voir, vous pouvez faire exactement la même chose. C'est en fait la même page HTML que vous consultez, sauf qu'elle va avoir un aspect très différent sur votre PC et sur votre mobile. Voilà, c'est ça qu'on appelle le responsive, c'est quelque chose qui va s'adapter à l'écran. Le HTML le permet. Si éventuellement vous voulez des fonctionnalités très sophistiquées, je vous conseille de faire des applications natives ou des applications hybrides. J'entrerai pas dans le détail. Si vous reportez auprès de votre DSI, c'est des choses qui vont leur parler, ou de vos prestataires, c'est des choses des termes techniques qui sont connus. Si on fait un peu de prospective, qu'est-ce qui va arriver sur nos appareils mobiles dans le domaine de la formation? Alors dans la formation aujourd'hui, c'est pas encore pardon, le quotidien, mais n'empêche qu'on peut supposer que ça va venir très très vite. C'est la réalité augmentée. Là, je vous ai donné un exemple. On est presque dans le domaine de la formation. C'est le manuel utilisateur des voitures Toyota. Quand vous voulez apprendre à utiliser la multitude de boutons qu'il y a sur votre volant, sur votre console, etc., vous avez des manuels qu'il fallait lire, etc. Il y a eu quelques constructeurs qui ont fait des tutoriels sur des CD, etc. Bon, c'était pas forcément évident. Là, ils viennent de sortir une application que vous téléchargez sur votre mobile. Et en fait, il suffit de lancer l'application et de déplacer la caméra de votre téléphone au-dessus du bouton ou de l'appareil que vous voulez apprendre à utiliser. Et en superposition de ce que vous voyez, vous allez avoir des flèches, des couleurs, du texte qui va dire ce bouton-là sert à augmenter le volume, ce bouton-là sert à changer de radio, etc. En fait, vous avez le manuel augmenté dans votre poche avec votre appareil mobile. C'est ça qu'on appelle la réalité augmentée, c'est ajouter à la réalité des indications du texte, des illustrations, de l'interactivité qui vous permettent d'avoir une découverte de votre environnement avec du contenu enrichi. Ça, c'est quelque chose qui viendra rapidement dans le domaine de la formation professionnelle également. Alors, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est la réalité virtuelle. Là, j'ai mis ici cette petite photo assez marrante. En fait, on s'équipe d'un casque dans lequel en général on glisse son smartphone. Le smartphone est équipé de tout ce qu'il faut pour savoir dans quel angle vous tournez la tête, si vous regardez en haut, si vous regardez en bas. Il a un écran. Donc vous glissez ça dans un casque qui vous isole du monde extérieur et sur l'écran est projeté un monde virtuel que vous pouvez découvrir en tournant la tête à droite, à gauche, en haut, en bas. Et cet univers défile devant vos yeux en fonction de là où vous regardez et ce que vous faites. Il y a, sans rentrer dans le détail, maintenant aussi des interfaces qui vous permettent de désigner, cliquer, etc. sans même avoir à toucher l'appareil, simplement en figeant votre regard sur une certaine zone quelques secondes. Et à ce moment-là, vous avez un point qui apparaît à cet endroit-là, et ça vous permet, si vous voulez laisser votre regard figé, de cliquer. Donc on a inventé aussi une ergonomie adaptée à... Avant, j'avais un clavier, j'avais une souris. Après, j'ai eu un téléphone tactile sur lequel j'appuyais avec les mains. Maintenant, j'ai même plus rien, et c'est avec mon regard que je commande les instructions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet d'envisager la découverte de mondes virtuels en immersive learning. On a écrit un livre blanc sur ce sujet-là que vous pouvez encore télécharger sur notre site de la Digital Learning Academy pour les abonnés, qui décrit bien ça. Alors, il y a une question qui m'est posée, est-ce qu'il y a des outils de développement? Oui, il y a une société lyonnaise que j'aime beaucoup par leur état d'esprit et leurs compétences techniques. C'est SpeederNet qui développe deux outils, un outil qui s'appelle Sphere pour faire des environnements en réalité augmentée et Kino, un outil qui vous permet de faire le développement d'environnements virtuels dédiés à la formation. Voilà, c'est pas du placement de produit ou de la pub, c'est vraiment parce que vous me posez la question, mais je l'ai pas mis dans les slides parce que justement je souhaitais pas forcément donner des références dans ce domaine qui est très émergent et pour lequel, même si les deux applications que je vous ai citées sont excellentes, on est au tout début de ça et il y a plein d'autres outils qui vont arriver, plein de choses qui sont en train de se développer. C'est vraiment l'avenir qui
qui va nous donner tout un tas d'outils incroyables pour faire de la formation. Voilà, il est midi 2. Je vous remercie de votre écoute de ce webinaire. On a encore quelques minutes si vous le souhaitez vous poser des questions. Voilà. J'ai essayé de voir en même temps que je vous faisais la présentation les questions que vous m'aviez posées. J'espère ne pas en avoir oublié, sinon vous enverrez un petit mail à contact à la Digital Learning Academy. On se fera un plaisir de vous répondre si vous avez d'autres questions. Et puis si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller en discuter sur le forum, le groupe de discussion LinkedIn dédié à la Digital Learning Academy. Je vous souhaite une bonne journée à tous, bon après-midi. J'espère que le sujet du mobile vous a intéressé. Voilà, c'était le dernier webinaire de cette saison avant les vacances d'été. On se retrouvera en septembre pour un prochain webinaire. D'ici là, il restera la newsletter de lundi prochain, le chat de mardi prochain dont on parlera. Ça sera sur le dessin et l'utilisation du dessin en formation. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt.